Excellente semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite les sommaires. Reprise de cours ce lundi dans les écoles sur l'étendue du territoire national. Ceci intervient après la deuxième vague du coronavirus. Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, tué ce lundi 22 février dans la province du Nord Kivu dans un convoi du Programme alimentaire mondial. Dans ce journal, vous suivrez les messages de condoléances de la chef de la diplomatie congolaise. Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, a été tué ce lundi 22 février 2021 dans la province du Nord Kivu dans un convoi du Programme alimentaire mondial PAM. La chef de la diplomatie congolaise a adressé un message de condoléances. Marie Tumbanzenza est au micro de Sylvie Fortunimboula. C'est vraiment avec peine et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous en République démocratique du Congo, dans un convoi du PAM, et que ce convoi est tombé dans une embuscade et que non seulement son chauffeur est décédé, mais lui-même vient de décéder il n'y a pas longtemps. Nous sommes d'autant plus peinés que il y a à peine une semaine, il était ici dans ce bureau pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain, présenter les condoléances non seulement en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de mon pays, au gouvernement italien pour cette immense perte. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Encore une fois, je présente à sa famille et au peuple italien toutes nos condoléances les plus attristées. Un convoi de 2 jeeps du Programme alimentaire mondial qui a donc été attaqué vers 10h15 ce matin. Alors l'attaque a eu lieu dans le territoire de Nyiragongo, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu. L'ambassadeur italien Luca Attanasio faisait donc partie de ce convoi. Il a été blessé grièvement et est ensuite décédé de ses blessures dans un hôpital de la MONUSCO, la force de l'ONU en RDC, où il avait été emmené. Son garde du corps de nationalité italienne est également mort, ainsi que son chauffeur de nationalité congolaise. Ce que l'on sait également, c'est que les éco-gardes du parc des Virunga, tout proches, sont intervenus, ainsi que des membres des forces armées congolaises. Mais évidemment, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui est derrière cette attaque. Justement, qui pourrait être accusé? Qui sont les groupes armés qui pullulent dans la région? Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de groupes armés qui sont présents dans cette région. Selon un mapping qui a été réalisé par le baromètre sécuritaire du Kivu, 4 groupes sont actifs dans cette zone. Les attaques dans cette région sont aussi assez fréquentes. C'était là notamment que 2 touristes britanniques avaient été enlevés par des hommes armés en mai 2018. Encore une fois, on ne sait pas qui est responsable de l'attaque de ce lundi. Beaucoup d'attaques ne sont souvent pas revendiquées par des groupes armés. Les recherches, en tout cas, se poursuivent. Alors, j'ai réussi à parler avec le gouverneur du Nord Kivu il y a que quelques instants, qui m'a dit que pour le moment, la piste privilégiée par les autorités, eh bien, c'est celle des combattants du FDLR FOCA. Alors, le FDLR, c'est un groupe formé en 2000 et constitué essentiellement d'anciens membres de l'armée rwandaise avant le génocide, qui sont venus en RDC donc après le génocide. Le gouverneur m'a dit s'être entretenu notamment avec un rescapé de l'attaque qui lui a dit que au moins certains des assaillants parlaient le Kinyarwanda, donc ce qui lui permet aujourd'hui de privilégier cette piste. Évidemment, il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse.
Comme annoncé au sommaire, le Bleu-Blanc ont repris le chemin de l'école ce lundi 22 février 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Kinshasa, Popo Ziakwao et Patrick Borel-Mukendi ont fait le constat dans quelques écoles de la capitale, à savoir EP1 et EP3 dans la commune de Lemba. Suivez ces reportages. Après 2 mois d'interruption de cours suite à la deuxième vague de la Covid-19, lundi 22, déjà à 7 h, les élèves se sont présentés dans leurs écoles respectives pour poursuivre l'année 2020-2021. Réunis dans la cour de l'école, les élèves ont reçu les instructions auprès du chef de l'établissement, question de se préserver contre la Covid-19. Le port obligatoire de masques pour la protection, et que chacun aussi puisse avoir son gel liquide pour la protection et les lave-mains. Mais la difficulté que nous avons pour les lave-mains, c'est l'eau. Il y a un problème d'eau sérieux à Lemba. En outre, les écoles qui bénéficient de la gratuité se plaignent du manque de frais de fonctionnement. Nous avions passé à la maison 2 mois sans avoir étudié et nous sommes revenus. Normalement, nous devons entretenir nos écoles, nos salles de classe, nos toilettes. Nous devons avoir des produits de savon pour protéger les enfants. Nous sommes là sans frais de fonctionnement. Sans frais de fonctionnement, nous avions repris. Comment nous devons nous procurer ce qui peut nous aider pour bien travailler. L'éducation fait partie de l'un des piliers du développement d'une nation, dit-on. Donc, l'État doit s'impliquer à fond pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions. Le même constat a été fait à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce retour a été observé dans la plupart des écoles de la ville, mais dans certaines écoles, les gestes barrières tels que recommandés par les autorités n'ont pas été au rendez-vous, d'où les intervenants dans le secteur éducatif lancent un cri d'alarme et demandent même aux autorités provinciales à appuyer les établissements scolaires en dispositif à ce sujet. Notre correspondant sur place, Delmon Dungo, nous en parle plus. Dans les écoles visitées comme le collège Mwanga, l'institut de Goma, l'institut Madiengo, l'institut Visoke et autres, la reprise des cours a été effective ce lundi 22 février. Les élèves dont l'on pouvait lire sur leur figure la joie de reprendre les cours ont été soumis au lavage des mains et au prélèvement de température par les thermoflash. Mais dans certaines écoles, les gestes et barrières n'ont pas été respectés, comme l'a constaté Pochalin Biamounioni, inspecteur qui faisait aussi la ronde des écoles. En tout cas, dans quelques-unes des écoles, les mesures barrières ne sont pas observées. Nous avons invité les chefs d'établissement à pouvoir activer la donne, inviter les enseignants et les élèves à pouvoir observer. D'où cet appel du président des forces syndicales nationales au Nord Kivu, Fosinat Baala Chamavu Innocent. Seulement, nous appelons à l'autorité provinciale d'appuyer les écoles à les octroyer les kits de lavage des mains, à les octroyer des savons. C'est presque le même décor qui a régné dans les établissements supérieurs et universitaires de la place. Goma, Dalmondungo pour Antenne A. Retour à Kinshasa pour vous dire que devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Sports, Amos Mbayo, pour le compte du gouvernement congolais, et Gianni Infantino pour le compte de la FIFA, ont signé le samedi dernier au Palais de la Nation un mémorandum d'entente sur la mise en place du partenariat concernant le projet pilote du championnat de football scolaire en République démocratique du Congo. La FIFA, au terme de ce partenariat, va apporter son soutien multiforme à l'organisation du tournoi scolaire pour les filles et garçons en République démocratique du Congo, choisi pour expérimenter ce projet pilote FIFA. Par la suite, la même expérience sera produite en Afrique. Pour le président de la FIFA, l'organisation du championnat interscolaire permettra non seulement de donner espoir aux enfants, aussi leur inculquer les valeurs telles que le fair play, le respect des règles, le respect de l'adversaire et leur approche à gagner et à perdre ensemble.
On reste au Palais de la Nation pour vous dire que le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement est venu faire part au chef de l'État de la situation administrative et financière qu'il a héritée après sa désignation. Le reportage est de nos confrères de la presse présidentielle. Suivez. Installé depuis le 4 février dernier, suite à une pétition signée par la majorité des sénateurs, le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement est venu faire part au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la situation administrative et financière qu'il a héritée après leur désignation. Une situation jugée catastrophique, a déclaré le rapporteur du bureau Mamboléo après une longue séance de travail avec le garant des institutions de la République démocratique du Congo au Palais de la Nation. Nous avons abordé plusieurs sujets avec le président qui s'intéressent même à ce qui se passe dans des genres comme notre Sénat. Mais aussi sur le plan financier de la situation que nous avions trouvée dans notre chambre. Il y a 5 millions de dollars que le Sénat doit à la banque BCDC, mais aussi des factures des hôpitaux qui ont écrit à la questure du bureau d'âge de pouvoir fermer ou de ne pas recevoir des sénateurs et leurs familles. Puisque le bureau d'âge devra incessamment céder la place à un bureau définitif, la question du calendrier de l'élection du dit bureau a été également évoquée. C'est officiel, Modeste Bahati Lukwebo est le candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidence du Sénat, celui qui assumait jusque-là le prestigieux rôle de l'informateur nommé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'était la journée du bureau d'âge. Je n'ai vraiment pas de déclaration à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Était également au menu de cette séance de travail entre le chef de l'État et le bureau Léon Mamboléo, Rigen Bakonga et Victorine Louessé, plusieurs autres questions parmi lesquelles la suite a donné à la motion contre le premier vice-président de cette institution, le sénateur Sami Badibanga. À toutes ces questions, des options claires ont été levées et seront rendues publiques dans les jours qui suivent. Dans les prochaines heures, l'opinion sera également fixée au sujet du ticket de l'Union sacrée au bureau du Sénat que doit conduire Modeste Bahati Lukwebo. Quittons un moment Kinshasa pour la province du Haut-Katanga où Gabriel Kyungwa Kumwanza a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de cette province après le vote organisé le samedi au siège de cette institution. Reportage Junior Kaniki. Oui, sans surprise aucune, Gabriel Kyungwa Kumwanza a donc remporté les élections, bien sûr, à la tête du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Après donc les élections qui se sont déroulées ce samedi, Gabriel Kyungwa Kumwanza a été voté par 42 députés provinciaux sur les 43 présents dans la salle. Donc le président qui n'a pas fait l'unanimité, 42 seulement ont voté pour lui. Ce bureau est composé de 5 membres au total. Comme vice-président Michel Katebe, il est donc de la famille politique de Moïse. Comme rapporteur de l'Assemblée provinciale, il est membre de l'UDPS. Ainsi que Joseph Tchanda, qui est élu également rapporteur adjoint. Et la question sera donc gérée par Madame Yvonne Mouil. À la disposition, avec vous, à la disposition du peuple seul, maître de tout ce que nous faisons. Et que par conséquent, vouloir nous intimider, vouloir nous impressionner, vouloir chercher à nous distraire, ce ne sera pas avec moi. Au nom de tous les collègues, quelle charge nous portons ensemble pour aider cet homme, malgré sa jeunesse, a mis un Congo à plus de 88 millions d'habitants sur son dos, afin que les choses changent. Il faut maintenant savoir s'il va apporter sa touche
Oui, on peut dire qu'il va apporter une nouvelle touche parce qu'il est doyen, il s'y connaît, il a déjà été élu une fois président de cet organe délibérant. Et à ce poste, il faut rappeler que Gabriel Kungwa-Kumwanza remplace Freddy Kashoba qui a été destitué par les élus provinciaux. Il a été reproché notamment de la malversation. Voilà, à ce poste, Gabriel Kungwa-Kumwanza remplace Freddy Kashoba qui a été destitué parce que ce dernier a été reproché notamment de la malversation financière. Les restes des membres de son bureau avaient déposé leur démission avant même l'examen de la dite pétition. Alors, depuis Lubumbashi, devant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Junior Kaniki, Antenne A. Et puis ce communiqué de l'Agence nationale d'implantation et de coordination de centres de développement intégré qui dit exactement ceci. Par la voie de Zonde, nous avons appris quelques agents mal intentionnés de notre structure se sont arrogés le droit de passer sur la chaîne de télévision Antenne en date du 20 février 2021 pour débiter de mensonges au sujet d'un prétendu ras-le-bol de ce dernier. Le communiqué dit ceci: l'Agence nationale d'implantation et de coordination de centres de développement intégré, ANCD en sigle, tient à démentir formellement les allégations cousues de toutes pièces par du fil rouge par un groupe d'agents et cadres bien identifiés et instrumentalisés par des personnes bien connues portées à l'encontre de son chargé de mission à la personne de M. Loakila Dungu Robert dans le but de tenir son image et celle de l'établissement vis-à-vis des institutions de notre pays pour de fins inavouées. En effet, les agents et cadres n'ont pas qualité de parler au nom et pour le compte du personnel de ce prestigieux établissement public à caractère technique placé sous la tutelle du ministère ayant le développement rural dans ses attributions, au mépris de textes qui régissent le dit établissement, en débitant des mensonges sur la place publique contre les personnes ciblées. Ils s'exposent à des poursuites pénales et à l'ouverture d'une action disciplinaire. Nous appelons ce groupe de revenir à la raison afin d'arrêter de se verser de manière pérenne à cette entreprise infructueuse qui ternit l'image de tous les agents de l'ANCD. En revanche, nous saisissons les instances judiciaires contre les auteurs de ces actes dénoncés en cas de récidive. Ce communiqué est signé la direction de communication. On reste à l'intérieur du pays pour vous dire que le travaux de réhabilitation du tronçon en roue à Rouara évolue à pas de géant. Le ministre provincial de Cité-Père, une équipe technique et les députés provinciaux élus du territoire d'Arou ont inspecté l'évolution des travaux sur cette route. Reportage. Les tronçons Arou-Ariwara s'est vêtu de sa nouvelle robe. 2 mois seulement après les contrats signés entre le gouvernement provincial et la société Petromaïcha, les travaux intenses n'ont pas traîné à soulager les usagers. Avant, il fallait faire plus de 4 heures pour atteindre Ariwara. Mais aujourd'hui, dans 1 heure, on arrive à la destination. Que Dieu bénisse le gouvernement provincial et la société Petromaïcha. Pour ces travaux, nous sommes vraiment contents. Ces travaux sont très bien faits. Nous venons de l'Ouganda voisin. Avant, nous avions du mal à travailler car la route était très mauvaise. Mais aujourd'hui, nous voyageons sans difficulté. Nous sommes vraiment contents de ces travaux. Descendu sur le lieu, Ouchirchan Boulé, ministre provincial de Zitepère, s'est réjoui de l'évolution des travaux et apprécie les retombées du partenariat. Nous sommes très satisfaits de ces travaux et la capacité technique et financière, elle est au rendez-vous. Mais il faut souligner qu'il y a de cela quelques mois, au début de ces travaux, ce tronçon était pratiquement impraticable et ça avait provoqué le soulèvement de la population. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jaba Manissa, nous avait très rapidement instruit de pouvoir engager ce processus qui a amené à la signature de ce contrat avec le gouvernement provincial et qui permet aujourd'hui que nous ayons ces résultats. Et donc, c'est une grande satisfaction pour nous. Pour l'ingénieur Kiza, les travaux sont presque au terme.
Nous sommes déjà à 80% des travaux. Nous avons fait les déchargements des sols, les chargements des graviers, les compactages, l'élargissement des routes et il ne reste que quelques jours pour remettre la route à l'État congolais. Tout est fait. En ces jours, la société Petromaïcha réhabilite près de 105 km sur les tronçons compris entre Aru-Ariwara et Kengezi-Base en territoire d'Aru. Et puis cette bonne nouvelle, une grande première en République démocratique du Congo, l'UNICEF construit un bâtiment pour abriter ses bureaux en Ituri. Le gouverneur de province de l'Ituri, Jean-Bamanis Saïdi, a posé la première pierre pour la construction de ce bureau. Reportage. C'est ici que sera érigé le bâtiment qui devra abriter les différents bureaux de l'UNICEF en province de l'Ituri. Le gouverneur de province, accompagné de quelques membres de son gouvernement, est allé personnellement poser la première pierre de sa construction. Pour Jean-Bamanis Saïdi, l'élection de ce bureau est un bel exemple à imiter par les autres partenaires œuvrant en province de l'Ituri. Votre engagement aujourd'hui à avoir une représentativité qui soit exemplaire est très louable et nous avons tout de suite accepté de vous accompagner et pour la réalisation de ces bureaux avec un bâtiment de qualité. Nous voulons lancer ici aussi un appel à tous les partenaires qui nous accompagnent, que nous avons plutôt un plan, celui d'avoir un bâtiment, un grand bâtiment qui pourra accueillir les différents services, les différentes représentations des partenaires. La situation des enfants en Ituri, un véritable défi à relever au regard de l'activisme des groupes armés. Les coordonnateurs de l'UNICEF Zone Est remercient le gouvernement provincial pour l'octroi de cet espace à l'UNICEF. On tient vraiment à vous remercier, monsieur le gouverneur, messieurs les membres du cabinet, pour nous avoir alloué ce terrain. Et l'UNICEF veut démontrer son intérêt pour travailler ici dans la durée, pour la situation des enfants dans la province de l'Ituri, pour pouvoir mettre en place à la fois des interventions humanitaires. 400 000 $, tel est le coût total de ces travaux exécutés par la société Sénéas durant 6 mois. D'une province à une autre, cette fois-ci, nous allons faire un tour au niveau du Kasai central où la constitution congolaise au cœur d'une étude scientifique à l'université pédagogique de Kananga. Cette constitution est souvent au cœur de critiques et de polémiques de certains acteurs politiques congolais. Ces derniers l'accusent souvent d'être dépassés sur quelques articles. Ces acteurs ont souvent proposé sa révision. Qu'en pense le chef de travaux Gustave Chibambe, auteur de la thèse sur l'histoire de constitution? Tentative de réponse dans ce reportage signé Soleil Toumba Moufika. La thèse du chef de travaux Gustave Chibambe Chikutu a été réussie avec la mention grande distinction. Il s'agit des résultats de la première thèse de doctorants dans l'espace Grand Kasai, soutenue ce jour à l'université pédagogique de Kananga. Cette thèse est du chef de travaux Gustave Chibambe qui a porté sur l'histoire des constitutions de la République démocratique du Congo de 1985 à 2006 et sa didactisation pour les classes du secondaire. Ceci passe par un constat du récipiendaire. Il se dégage un constat que nos populations connaissent mal l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Et c'est, à notre avis, du fait de leur ignorance de l'évolution des constitutions de notre pays. Sentiment de reconnaissance à l'endroit du ministre national de l'ESU pour le fait vert de cette activité, traduit ici par professeur Nyoka Mozart, recteur de l'UPCAN. Nous nous faisons aussi le devoir de traduire notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, pour son accompagnement tout au long du processus de la transformation de l'ISP Kananga en Université pédagogique de Kananga. Présent à cette activité, les conseils scientifiques du ministre national de l'ESU, M. Lefembe, a salué le respect de toutes les procédures exigées. Pour arriver à la cérémonie de ce jour,
un long chemin a été parcouru. La constitution et l'examen du dossier de transformation ont été réalisés. Des échanges sur le dit dossier ont été organisés à tous les niveaux. Des missions de contrôle de viabilité et de conformité ont été diligentées. Le premier docteur de l'UPCAN a un seul mot à l'actuelle classe politique. C'est le respect et le maintien de notre constitution. Respecter la constitution. Il faut que notre constitution soit stable. Parce que chaque fois qu'on la viole, on déstabilise les institutions et on piétine les intérêts du peuple. Il faut noter que l'activité s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités venues de Kinshasa, Mbujimaï, Lubumbashi, ainsi qu'en présence du gouverneur de province d'intérim, Tarsis Kabatusula. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi-Biabia et Dabé Maoung ont tendu le micro à Willy Moukaki, directeur des informations à Télé 7. Selon lui, l'actualité est dominée par les consultations initiées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Sur le plan national, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les consultations que commence le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce lundi. Et ces consultations vont commencer par Bahati Modeste Lukebo, qui a été le formateur du gouvernement. Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens se posent la question, c'est parce que tout simplement, AFDC et Alliés, son regroupement politique, est le premier qui a un poids politique dans l'union sacrée de la nation du président Félix Tshisekedi. Mais l'actualité, c'est aussi les tractations au sein de l'union sacrée pour le dépôt de candidature demain, mardi, pour le bureau définitif du Sénat. Vous le savez, quand Félix Jeunesse, entre guillemets, a pu déboulonner, c'est son propre terme, a déboulonné le FCC. Donc il y a eu le nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale qui est dirigé par les gens de l'Union sacrée, un premier ministre de l'Union sacrée. Il ne reste que le bureau du Sénat et l'élection et l'installation du bureau définitif sont fixées au 2 mars prochain. Voilà pourquoi déjà ce mardi, on dépose les candidatures et il y a tout un programme qui est déjà donné selon la décision prise par le président du bureau d'âge. Mais c'est aussi la reprise des cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi qu'à l'enseignement supérieur universitaire. Juste après sa rencontre avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le samedi dernier, le président de la FIFA Gianni Infantino a été également reçu par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football associé. Le reportage est signé Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. Après avoir signé un mémorandum d'entente à la présidence de la République pour l'organisation des championnats interscolaires, le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, a été bel et bien reçu dans la soirée de samedi par les comités exécutifs de la FECOFA, Fédération congolaise de football association, dans leur siège de la Gombe. Constant Marie, numéro 1 de l'organe fêtier du football congolais, a profité de l'occasion pour dévoiler les grands projets prioritaires de la RDC. Et nous priorisons le projet lié au centre technique, parce qu'il y a la formation des jeunes, tous sexes confondus. Nous privilégions le centre technique, où, je ne sais pas si le président vous l'a dit tout à l'heure, pendant presque 14 ans, on a bataillé dur pour conserver notre terrain. Le projet sera regroupé dans cet immeuble et tout ce qu'il y aura comme projet aussi de financement perpétuel de la fédération. Ce sont les deux grands projets. Gianni Infantino garde des bons souvenirs du Congo-Kinshasa et s'est dit être fier de fouler cette terre sportive. On a pris ce temps, je vous l'assure, en faveur du football congolais. On doit donner de l'espoir à nos jeunes. De l'espoir à nos jeunes ici en Afrique qui puissent devenir journalistes sportifs, qui puissent devenir commentateurs, qui puissent devenir footballeurs, qui puissent travailler dans le football et pas qu'ils aillent chercher l'Eldorado ailleurs et trouver peut-être la mort dans la Méditerranée. On doit investir ici. On parlait de ça avec le président Félix Tshisekedi, qui est aussi président de l'Union africaine. On parlait de ça avec tous les dirigeants de la Confédération africaine de football. On doit investir en Afrique
pour que le peuple africain soit fier de ce qu'on peut faire tous ensemble. Le patron de la FIFA a jeté des fleurs à la FECOFA que dirige Constant-Marie Sélémani pour le travail réalisé jusque-là, mais les a aussi invités à planifier le football de demain, ce malgré les vicissitudes. Nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel de titre. Reprise de cours ce lundi dans les écoles sur l'étendue du territoire national. Ceci intervient après la deuxième vague du coronavirus. Luca Atanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, tué ce lundi 22 février dans la province du Nord Kivu dans un convoi du Programme alimentaire mondial. Dans ce journal, vous suivrez les messages de condoléances de la chef de la diplomatie congolaise. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes et surtout, bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.